Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle émission Le Mug. Nous sommes donc le mardi 6 décembre, je regarde ma petite date dans le coin inférieur de mon écran. Donc nous sommes le mardi 6 décembre et c'est Le Mug. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi, vous pouvez l'entendre peut-être un petit peu au son de ma voix. Je suis un peu prise, j'ai un rhume, un bon gros rhume. Tranquille, comme ça, pour commencer la semaine. Autant vous dire que hier, j'étais pas vaillante. Heureusement que je fais pas le mug le lundi, parce que je suis pas sûre que j'aurais pu, là. Mais là, ça va, ça commence un tout petit peu à aller mieux. Donc je devrais pouvoir tenir le mug ce matin. J'espère que vous êtes en meilleure forme. En tout cas, salut Maké84, salut Lulu, salut Melmox, salut Samuel, salut Camille, salut Poppy, salut Nicolas, salut Technisavoir, salut Mitsuisaka. Bon rub, ouais, c'est exactement ça. Salut Chris, salut Louis. Salut Okotak, salut Chloé, salut Stingy, salut Olek. Petit plaid sur les genoux comme Guillaume, même pas, tu vois, non, je suis habillée normalement, je n'ai pas de plaid. Ça va, il fait pas froid dans le studio, faut pas abuser quand même. Non, ça va. Hier j'étais au fond du trou, j'étais sous les plaids avec mes paquets de mouchoirs et tout. Enfin bon, vous voyez un petit peu ce que c'est, mais le rhume classique, hein. J'ai pas le Covid, je me suis testée, etc. C'est juste un rhume tout bête, tout simple, mais voilà, qui te met HS. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un rhume comme ça. Ben, il en faut bien, hein, de temps en temps. Voilà. Salut Flonflon, salut Cassionix. Merci pour tout, team enrhumé aussi. Bah écoute, tout love, hein. Bon courage à toi. J'en profite du coup pour commencer avec les personnes qui nous mettent de bonne humeur ce matin. C'est Mitsuisaka, Maké84 et To Love avec leur soutien et leur abonnement. Un grand merci à vous trois. Ça donne de l'énergie pour commencer la journée, pour faire ce mug. Un grand merci à vous. Ça nous permet évidemment de continuer l'émission et de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent à temps complet, même pas à temps complet, qui travaillent pour la chaîne. Donc un grand merci à vous, un grand merci également à Philrin510 pour ton soutien. Merci à toi. Mais du coup, de quoi va-t-on parler ce matin quand même ? On va faire le petit sommaire. Alors vous avez un sommaire assez intéressant ce matin, je suis assez fière de moi. Alors peut-être que c'est parce que j'ai la moitié d'un cerveau encore, mais je trouve qu'on a des articles et des news de qualité ce matin. Alors on va parler notamment du fichier client de Camaïeu qui a coulé, hein, on le sait, ça s'est passé de manière assez précipitée, assez choquante, surtout pour les employés et les vendeurs de la chaîne. Donc le fichier client de Camaïeu qui serait en vente aux enchères. What? Donc là on se pose un petit peu des questions sur le respect du règlement de protection des données privées ici. Donc on verra un petit peu de ce qu'il en est. On n'est pas les seuls à être étonnés. Il y a d'autres personnes qui l'ont mentionné, notamment sur Twitter. Donc on reviendra un petit peu sur ce qu'il en est. Est-ce que c'est légal ou pas? Et si c'est légal, sous quelles conditions? On parlera de l'autre news qui a choqué hier, c'est la garde à vue de Norman Tavo, aka Norman fait des vidéos, en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Voilà, donc le parquet de Paris a confirmé qu'il avait été placé en garde à vue hier, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, pourquoi, et quels ont été les événements qui ont pu mener justement en cette mise en garde à vue
pour Norman. Norman, je vous rappelle quand même, troisième plus gros YouTuber français, voilà, qui a commencé en 2011 à l'époque. Donc voilà, ça marque quand même un tournant ici. Donc ça vaut la peine quand même de le mentionner. Autre grosse affaire qui s'est déroulée ce week-end, puisque c'était samedi où avec la collaboration d'Elon Musk, un journaliste, Matt Taibbi, a dévoilé ce qu'on appelle et ce qu'on surnomme désormais les Twitter Files, en rapport justement aux Facebook Files qui avaient déjà été dévoilés. Et là, notamment, les Twitter Files s'intéressent à une histoire bien particulière, puisque c'est l'histoire du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui avait fait un véritable scandale en 2020 au moment des élections présidentielles américaines. Voilà, donc on verra ce qui s'était passé à l'époque, qu'est-ce qu'on apprend de plus avec les tweets et les documents qui ont été divulgués, notamment pas mal de communication en interne suite à cette affaire entre les employés de Twitter, et tout ça sous l'angle de Elon Musk, qui reproche à Twitter la censure qu'ils peuvent opérer contre notamment les conservateurs, les républicains. On verra si ça apporte du grain à moudre ou pas. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Et évidemment, après, il y a eu plusieurs réactions, notamment Donald Trump qui s'est exprimé suite à ça, et puis Elon Musk qui a répondu à Donald Trump. On verra un petit peu les échanges autour des révélations de ce week-end. Et puis après, les Twitter Files, on parlera de Slack. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de Slack. Qu'est-ce qui se passe pour Slack ? Slack, compétiteur de Microsoft Teams, compétiteur aussi de Discord, mais c'est encore pas tout à fait le même créneau, puisque Teams et Slack, c'est plutôt sur l'environnement professionnel. Discord, c'est plutôt quand même encore sur des communautés et notamment les gamers, donc c'est pas vraiment un concurrent direct. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et ben voilà, après avoir été racheté par Salesforce, Slack perd son CEO, Stuart Butterfield va être remplacé par Bret Taylor, qui faisait partie de Salesforce depuis pas mal de temps. Voilà, donc c'est le départ du CEO de Slack. Qu'est-ce que ça veut dire pour la boîte ? Pourquoi ça se passe à ce moment-là ? On en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis, autre news, on fera une petite brève. A priori, nouvel épisode un petit peu dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque un logiciel d'effacement de données qu'on appelle Wiper, qui n'a pas encore été documenté jusqu'ici, vient de faire son apparition et qui attaque notamment donc des mairies en Russie et qui va carrément supprimer des données. Donc on en parlera un petit peu. On ne sait pas grand-chose pour l'instant, mais ça vaut la peine quand même de le mentionner. Et puis en actualité tech, on terminera avec comment dire, la hype du moment, on va dire. C'est la sortie de la nouvelle version de ChatGPT, GPT, ou j'ai envie de dire Gepetto, mais ChatGPT en français. Qu'est-ce que c'est ? ChatGPT, c'est une dernière expérimentation d'OpenAI. C'est un outil conversationnel en langage naturel qui va produire des réponses et des textes demandés par des commandes écrites. Donc en gros, vous tapez, vous donnez des indications sur quel type de texte, avec quel type d'information vous souhaitez avoir avec certaines langues prises en charge, dont le français. Pourquoi ça a buzzé ce week-end ? Parce qu'une nouvelle version vient de sortir. Et elle est quand même tout simplement bluffante. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, mais c'est assez fou, quoi. Je sais que voilà, moi j'ai essayé de suivre un petit peu, j'ai vu plusieurs tests de texte, aussi bien en anglais qu'en français. C'est tout simplement vraiment bluffant. Maintenant, c'est pas parfait non plus, et il y a un article justement très intéressant de The Verge sur le sujet qui informe que Stack Overflow, c'est la plateforme, le site internet où en tant que développeur vous pouvez aller poser des questions pour vous aider à avancer dans votre travail quand vous rencontrez un problème ou un bug que vous n'arrivez pas à résoudre. Vous pouvez aller poser
Votre question est soumettre votre problème à la communauté de volontaires sur Stack Overflow. Donc c'est un site vraiment largement connu. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous, ou la majorité d'entre vous, connaissez. Voilà, ils ont banni les réponses générées par ChatGPT sur Stack Overflow. Enfin, ça fait beaucoup de noms un peu bizarres. mais tout simplement, ils ont banni les réponses générées par ChatGPT. On verra pourquoi ce mouvement. Ça peut être un petit peu étonnant, mais en fait c'est pas si étonnant que ça quand on remonte à c'est quoi le problème, quand on analyse un petit peu le problème auquel font face les bénévoles au sein de Stack Overflow. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Notamment, certains reprochent à ChatGPT de générer du fluent bullshit. Alors, comment je peux vous traduire ça en français? De parler couramment en langage de merde, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça paraît juste, ça paraît tout à fait... à première vue juste en termes de formulation, c'est bien formulé, ça se lit bien, etc. Mais en fait, quand vous vous intéressez un peu plus au fond, ça a des erreurs importantes, et comme c'est très bien emballé, les erreurs sont relativement difficiles à trouver, ce qui peut être assez dangereux finalement, et notamment pour Stack Overflow, ça posait un gros problème. On creusera ensemble tout à l'heure pourquoi et quel problème concrètement ça posait. Donc voilà un peu le sommaire et de quoi on va parler ce matin. J'espère que le sommaire vous plaît. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de l'émission. Suspense. Si en plus je m'étouffe, on va pas s'en sortir. Excusez-moi, hein, je m'excuse en avance. Donc voilà, en tout cas pour le programme ce matin. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le Kawa. Alors, je commence avec le premier article, mais avant, je prends un petit peu d'eau. Un petit peu de thé pour bien commencer, pour me chauffer un petit peu la voix. Donc, on va commencer avec Camaïeu. Camaïeu, société, j'allais dire française. Je crois que c'est français, hein, j'ai un petit doute là, tout d'un coup. Il me semble que c'est une société française qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque elle a coulé. Excusez-moi, elle a coulé, elle est en liquidation judiciaire. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a un ancien député européen, Jean-Marie Cavada, qui a, en feuilletant son journal, est tombé sur une annonce qui l'a pas mal interpellé, puisque c'était une annonce de vente aux enchères, et qui proposait notamment les droits de propriété intellectuelle de la marque Camaïeu, qui a donc été liquidée cet automne. Notamment, qu'est-ce qui était proposé en vente aux enchères? Il y avait notamment le portefeuille des différentes marques de l'entreprise, les noms de domaine des différentes marques, mais surtout ce qui a attiré son attention, c'est évidemment le fichier client du groupe, qui contient pas moins de 3,8 millions d'individus actifs, selon la description dans l'encart. Je vous montre un petit peu le tweet de Jean-Marie Cavada, qui montre un petit peu son étonnement par rapport à l'information qu'il a trouvée dans le journal. Et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, je vais essayer de vous l'afficher là, mais vous pouvez voir en dernière ligne à droite, fichier client, environ 3,8 millions de clients actifs, détail de portefeuille sur demande. Voilà, donc vous l'avez vraiment en dernier bullet point de la partie à droite. Voilà, donc c'est ça qui l'a étonné. Raison, je peux comprendre pourquoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça étonne, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est légal dans le cadre du RGPD, du règlement de protection des données privées? Est-ce que c'est légal de pouvoir vendre comme ça ce fichier actif? Je vous rappelle quand même que normalement, avec le RGPD, il y a des conditions à respecter.
alors attendez, j'essaie de vous retrouver ça, voilà. C'est que notamment, il faut recueillir le consentement éclairé et explicite des individus pour traiter leurs données personnelles, et notamment selon des finalités qui ont été bien exposées préalablement. Donc voilà, donc du coup c'est un petit peu étonnant de se dire est-ce que j'ai accepté que mes données soient transférées à des tiers ou pas, donc voilà, donc ça c'est une première question, et du coup évidemment c'est remonté aux oreilles de la CNIL. Alors si la CNIL s'est pas exprimée en citant explicitement le cas de Camaïeu, ils ont quand même clarifié le cadre légal qui s'applique à ce genre de base de données. Tout d'abord, il rappelle que ce genre de vente de base de données, c'est pas exceptionnel, hein, c'est assez courant, ça s'est déjà passé, ça peut se passer de manière légale. Il faut tout simplement que cette liste contienne des clients actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire actif ? C'est-à-dire que c'est la dernière relation commerciale avec l'entreprise à moins de 3 ans. Donc, une relation commerciale, c'est soit un achat, soit expiration d'une garantie, ou une prestation de service, un contact venant d'un client, etc. Donc voilà, donc c'est assez large, et que donc ces clients aient accepté que leurs données soient transférables à des tiers. Donc sous ces conditions-là, cette mise aux enchères, cette vente aux enchères de ce portefeuille peut être légale. Alors après, elle sera légale sous encore quelques conditions à respecter pour l'acheteur de ce fichier. Il faudra que l'acheteur prévienne rapidement toutes les personnes qui sont présentes dans le fichier de transfert. Le délai en la matière est de 1 mois, c'est quand même relativement restrictif. Et il faudra qu'il vérifie également le consentement des personnes afin qu'il ait été bien recueilli. Donc notamment expliciter un petit peu à quel usage leurs données seront utilisées et s'ils acceptent finalement sur ce nouvel usage. Donc voilà, donc ça peut être légal, mais c'est quand même contraignant. Et du coup, en creusant un petit peu sur les contraintes imposées à l'acheteur, du coup, c'est un peu moins sexy comme élément à acheter. Autant vous le dire, parce que c'est un peu contraignant, il faut prendre des mesures, etc. Et puis, il y a notamment une limite dans le temps pour pouvoir appliquer les mesures. D'ailleurs, suite à cette petite communication, il y a eu le site Interenchères qui contenait le lot de propriété intellectuelle du groupe qui ne fait plus du tout mention du fichier client. Il reste néanmoins les marques et les noms de domaine, mais il ne fait plus mention du fichier client. Donc, est-ce que c'est parce que finalement, ils se sont dit, on va peut-être le retirer là parce que c'est un peu trop limite, etc. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y figure plus. Un grand merci à Léo du 69 et Arcalia 68 pour vos abonnements et vos soutiens. Un grand merci à vous. Donc voilà, en tout cas, c'est pas plus mal de rappeler un peu les conditions d'application de ce genre de vente, d'informations, de fichiers clients, etc. Pour s'assurer que c'est fait en bonne et due forme. En tout cas, là, ça a été clarifié et ça peut être tout à fait légal. Voilà. Un grand merci, Louis Grasset, également pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Voilà en tout cas pour Camaïeu. On a évité des petites confusions et des usages qui n'auraient peut-être pas plu à tout le monde et qui n'auraient pas été respectueux peut-être des utilisateurs de Camaïeu. On continue avec l'autre grosse news française du jour. C'est évidemment la garde à vue de Norman Tavo qui donc a été mis en garde à vue hier, lundi 5 décembre pour viol et corruption de mineurs. Ça a été annoncé par le parquet de Paris et ça a confirmé donc une information qui a été originellement communiquée par Libération. Qu'est-ce qu'on sait ? Le parquet de Paris, a priori, a précisé que la procédure avait été ouverte en janvier 2022 et concernait notamment 6 plaignantes. Selon le quotidien, donc Libération, 5 d'entre elles accuseraient donc le youtubeur de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits présumés. Petit rappel quand même pour rappeler qui est Norman Tavo, pour ceux qui auraient la mémoire courte. Norman Tavo, c'est Norman fait des vidéos. C'est un youtubeur qui compte 12 millions d'abonnés. C'est le 3e plus gros youtubeur français aujourd'hui. Il fait figure d'ancien puisqu'il avait démarré sur la plateforme en 2011 à l'époque et ses vidéos selon un décompte officiel ont été vues plus de 2,7 milliards
2 fois. Il était d'origine monteur vidéo. Il s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne avec du facecam. Ou de jeux vidéo. Il est également d'ailleurs monté sur scène à 2 reprises avec des spectacles en solo entre 2015 et 2020. Et puis après, il a fait également des apparitions cinéma et télévision. Voilà, donc petite piqûre de rappel pour ceux qui ne se rappelaient plus qui était Norman fait des vidéos. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut remonter peut-être à... Donc là, c'était en 2022. La procédure a été ouverte en janvier 2022 et là, la garde à vue a été déclenchée hier, lundi 5 décembre. Mais c'est pas complètement une surprise. Pourquoi? Parce que dès août 2018, on avait notamment Norman, le compte en tout cas, Norman fait des vidéos, qui avait été largement mentionné suite à un hashtag qui avait circulé, qui s'appelait Balance ton YouTuber, un hashtag qui avait pris de l'ampleur suite à un tweet de Squeezie qui avait dit: les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Suite à ce tweet, le hashtag Balance ton YouTuber avait largement circulé et un des comptes ou une des personnalités qui avait été le plus mentionné, c'était notamment Norman fait des vidéos. Notamment, suite à ça, il y a eu quelques années après, en 2020, une fan québécoise, Maggie, qui l'avait par ailleurs publiquement accusé de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. Elle avait à l'époque 16 ans, alors que lui en avait 30. Voilà, donc au-delà de la différence d'âge, elle était surtout mineure. À l'époque des faits. Elle a d'ailleurs porté plainte au Canada et elle fait partie des personnes. Elle va être confrontée, elle est en France à l'heure actuelle et elle va être confrontée à Norman Tavo devant les enquêteurs. Elle l'a confirmé elle-même. Donc, suite à l'annonce de cette garde à vue de Norman Tavo, le groupe Webedia, qui était donc la dernière marque à travailler, ou la dernière boîte à travailler avec Norman Tavo, qui a notamment le groupe Allociné, Pure People, 750 grammes, jeuxvideo.com, etc., a annoncé sur Twitter justement la mise en suspens de la collaboration avec Norman. Ici, je peux vous montrer le tweet, ici. Là, vous pouvez voir. Suite aux informations publiées ce jour, le groupe Webedia annonce la mise en suspens de sa collaboration avec le youtubeur Norman Tavo. Aussi simple et clair que ça. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations, il faut que l'enquête se poursuive. C'est clair que ça marque quand même un tournant ici, je pense, dans l'ère des youtubeurs, de YouTube, des personnalités sur ces plateformes de streaming vidéo ou de streaming live, et notamment sur la prise au sérieux et les débordements qu'il y a pu avoir sur des personnes. Alors encore une fois, ici, c'est pas de justifier les actes, pas du tout, mais plutôt de comprendre le contexte d'un nouveau secteur émergent ou des personnes qui ont commencé gamins. Alors là, il avait 30 ans lors de certains faits, donc certainement plus un gamin, mais qui a commencé gamin et qui n'ont jamais, en tout cas, ont peut-être pas été coachés à leur début sur ce qui est acceptable, la loi, etc., et qui a eu des débordements. Là, au-delà de ça, c'est malheureux de constater, de prendre avantage de la vulnérabilité de certaines personnes par ces personnalités ici pour retirer des avantages et des faveurs sexuelles. C'est dramatique pour les victimes. La chose positive, là où on peut voir quelque chose de positif, c'est que ils vont devoir répondre de leurs actes. C'est-à-dire qu'on a mis, je trouve, pas mal de temps
avant de reconnaître les débordements et d'agir publiquement dessus, ça va envoyer un signal fort que ce sont des comportements qui sont interdits, qui sont illégaux, contraires à la loi, et reconnaître les victimes. Alors on pourra jamais réparer le mal qui leur a été fait. Elles vont garder, ces victimes vont garder malheureusement des séquelles et ces événements qui resteront malheureusement gravés dans leur mémoire, mais c'est important de montrer que c'est sanctionné, que l'on condamne ce genre de comportement publiquement et de montrer l'exemple et que en espérant que ça refroidissent certaines personnes qui auraient pu être tentées par ce type de comportement interdit. Voilà, donc c'est vraiment malheureux. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Utiliser son image pour faire ce genre de choses, sérieux, c'est moche et ce sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de ça. Jeunet Rolf, je suis d'accord avec toi, c'est très très moche. Ça sera peut-être pas la dernière fois, mais plus on est capable de condamner et de communiquer publiquement sur le fait que ce n'est pas acceptable et que l'on ne passe pas sur ce type d'événement et que l'on condamne ce type d'événement, cela va encourager en tout cas on peut espérer à réduire ce type de phénomène et ce type de comportement. D'arrêter de passer sous silence, d'agir peut-être plus rapidement aussi. On a parlé, je sais que dans le mug, on a déjà parlé, pas moi personnellement, mais on a déjà traité dans le mug des streameuses sur Twitch qui ont été harcelées, qui sont victimes de cyberharcèlement. Elles n'ont pas forcément d'outils très clairs ou elles ne sont pas forcément très écoutées lorsqu'elles portent plainte. Il y a eu peu de suites par rapport à ça. Grâce au fait qu'elles ont pu s'exprimer publiquement, prendre la parole publiquement, ce qui est d'autant plus difficile parce qu'elles sont un peu les premières, en tout cas en France. C'est particulièrement difficile pour elles. Elles ont eu ce courage et on peut espérer que justement le gouvernement, les forces de l'ordre ne pourront plus fermer les yeux et vont devoir travailler pour définir des nouveaux outils et des nouvelles procédures pour prendre en charge ce type de problème, ce type de situation pour pouvoir mieux soutenir et accompagner les victimes et prévenir ou en tout cas condamner ce type de comportement. Donc on peut espérer ça. C'est pas comparable parce que là c'est du cyberharcèlement et là on est sur des accusations carrément de vol et corruption de mineurs, mais voilà, il faut encourager en tout cas la justice à être un peu plus réactive, mieux prendre en charge les victimes et voilà, et reconnaître un petit peu et condamner ce genre de comportement si condamnation il doit y avoir. Pour l'instant il y a toujours présomption d'innocence. Mais en tout cas, l'enquête va être menée. C'est déjà un premier pas, on va dire, dans la bonne direction. Après Norman, qui est le prochain? Écoute, Kerouac Jacques, on verra. Hein, il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont été pointés du doigt. Le but de l'émission, là, c'est pas forcément de les lister, hein, mais voilà. Surnewt nous rappelle que détournement de mineurs, donc là c'est corruption hein, de mineurs, exactement la formulation. Tu nous dis c'est séduction punie par la loi d'une personne mineure par une personne majeure pour lui soutirer des images, des informations, etc. Pour l'amener et la manipuler à faire des actions qu'elle n'aurait pas fait en temps normal, en plus alors qu'elle est mineure. C'est surtout ça. Donc, c'est vraiment prendre avantage d'une certaine vulnérabilité ici. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires. Se reconstruire est super dur. Courage à elle, ouais. Plein de courage à toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre d'action. L'enquête est en cours, mais les preuves ont été fournies il y a déjà bien longtemps. Tout à fait, FR Jess. Tout à fait.
Donc on verra. On verra. On n'est pas là en tout cas pour faire justice nous-mêmes, mais en tout cas c'était important de mentionner ce qui est en train de se passer. Et clairement en tout cas, avec un YouTuber de l'ampleur de Norman, j'espère que ça enverra un signal fort. En tout cas, je pense que ça envoie un signal fort à la sphère du streaming vidéo ou live sur le fait que ce ne sont des comportements plus acceptables et que on ne fermera plus les yeux là-dessus et que la justice va prendre action ici. Donc voilà, je pense que voilà, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée, mais c'est potentiellement une bonne occasion ici de faire rentrer un petit peu dans les têtes des uns et des autres que ce type de comportement n'est pas acceptable et toléré dans une société française qui est la nôtre. Voilà. Voilà en tout cas pour l'information. Je vous propose de faire une transition pour une autre information qui a fait la une, mais cette fois-ci c'était plutôt ce week-end. C'était notamment le dévoilement du premier volet des Twitter Files. Donc pourquoi on parle des Twitter Files ? Tout simplement parce que c'est en référence aux Facebook Files initié par la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a un premier volet d'informations qui a été communiqué, notamment sur le cas de Hunter Biden, le milliardaire fils de Joe Biden. Donc c'était à l'époque en 2020, ça avait généré un gros scandale puisque c'était tombé au moment des élections présidentielles américaines, sachant que Hunter Biden est donc le fils de Joe Biden qui était un des candidats à la présidentielle et aujourd'hui président des États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, Elon Musk, aujourd'hui donc propriétaire de Twitter, a collaboré avec un journaliste avec l'objectif de dévoiler ce qui s'est réellement passé, donc avec la fameuse suppression de l'histoire de Hunter Biden. Alors, pour rappel, un peu des faits en 2020. En octobre 2020 exactement, le New York Post a publié un article dénonçant les relations très douteuses de Hunter Biden, fils du président des États-Unis à l'heure actuelle, avec un groupe gazier en Ukraine. Il y avait notamment des messages, des vidéos privées, des photos compromettantes, etc. Pas que sur ces relations d'ailleurs avec le groupe gazier. Aujourd'hui, on le sait, ces informations ont été obtenues depuis l'ordinateur de Hunter Biden qui avait été confié à un atelier pour réparation et qui n'est jamais venu le récupérer ensuite. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de la sortie de l'article du New York Post, la manière dont les informations avaient été obtenues a causé un véritable imbroglio chez Twitter, dans les équipes internes de Twitter, qui avaient décidé à l'époque d'interdire la diffusion de l'article sur sa plateforme en arguant qu'il était possible que tout ait été obtenu illégalement via le piratage de l'ordinateur, ce qui représentait à l'époque une violation de sa politique. Alors, il y a deux choses. On peut être en accord ou pas avec la politique de Twitter de prévenir la diffusion d'informations qui ont été piratées, c'est une chose, mais après, en tout cas, ils ont essayé d'appliquer la politique qu'ils avaient à l'époque. D'ailleurs, sur cette politique d'interdire toute diffusion d'informations qui auraient été piratées, ils sont revenus dessus, puisque la décision de Twitter voilà, depuis après que les dirigeants de Twitter aient dû s'exprimer et s'expliquer devant le Sénat pour leurs agissements, le réseau social avait ensuite pris la décision de changer sa politique et les tweets ne seraient plus bloqués, même si les données qui ont servi à réaliser le sujet relayées ont été piratées. D'ailleurs, Jack Dorsey avait admis par la suite que la suppression de l'article avait été une erreur. Il n'avait pas été d'ailleurs directement impliqué dans les échanges par rapport à cette affaire-là à l'époque. En tout cas, suite à la suppression de ce tweet et de l'article du New York Post qui était interdit de circulation sur la plateforme de Twitter, cette décision avait été avait été pointée du doigt par les conservateurs pour dire que c'était de la censure afin de ne pas salir l'image de Joe Biden, et c'était une preuve de l'anticonservatisme de la plateforme, qui est donc quelque chose qui est reproché depuis pas mal de temps par les conservateurs. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de rappeler un petit peu le contexte.
Maintenant, Elon Musk a décidé justement, maintenant qu'il est à la tête de Twitter, de révéler ce qu'il dénomme les Twitter Files. Voilà. Donc, avec ce premier épisode. Donc, là-dessus, comme je vous disais, il a collaboré avec un journaliste. Le journaliste en question est Matt Taibbi. Il a dévoilé notamment de nombreux documents. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on remarquera que c'est une chose qu'Elon Musk ait collaboré avec un journaliste en donnant accès à des communications internes, à des communications internes entre des employés sur une affaire spécifique. C'en est une autre qui négocie l'exclusivité de dévoiler les Twitter Files sur Twitter. Moi, je trouve ça très gênant. Je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts ici. Ça positionne Twitter comme un média, ce qu'il n'est pas. Ça n'a pas permis à d'autres sources journalistiques de vérifier les sources. Je suis vraiment pas à l'aise. Je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts ici entre Elon Musk qui donne les informations pour dévoiler une affaire qui va être en exclusivité sur Twitter lui-même, puisque les Twitter Files vont être dévoilés dans un thread, une 30aine de tweets publiés par Matt Taibbi sur son compte, donc le fameux journaliste. Et je trouve ça très très gênant que ça soit publié sur la plateforme Twitter en elle-même. Mais bon, c'est mon avis très personnel. Donc je trouve qu'il y a vraiment d'abord un conflit d'intérêts ici. Et donc le journaliste Matt Taibbi a dévoilé donc de nombreux documents, des captures d'écran d'email entre la direction de Twitter et des membres de la campagne de Biden et des responsables politiques extérieurs, et tout ça pour essayer de viser à démontrer les liens et les relations entre les différents partis. Ce qu'on peut voir, c'est que les employés des équipes juridiques, politiques et de communication de la plateforme ont débattu de longs moments pour savoir s'il fallait restreindre l'article en vertu de la politique de l'entreprise en matière de matériel piraté. Ce qui était très clair, parce que moi j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même à peu près la moitié des tweets, un peu plus, c'est que ils ont très rapidement pris la décision de bloquer la diffusion de l'article. Ils ont pris des mesures extrêmes dans la mesure où ils ont carrément bloqué la diffusion de l'article, même en DM, en message privé, ce qui est normalement une mesure uniquement visant le contenu pédopornographique. Pourquoi ? Tout ça pour limiter la diffusion du contenu. En fait, ils ont utilisé tous les outils qu'ils avaient à leur disposition pour étouffer un peu l'affaire et limiter la circulation de cet article et de cette information, tant qu'ils n'avaient pas de confirmation de d'où provenait la source de ça, si c'était vrai ou pas. Et c'est intéressant parce que ils expliquent très vite, et d'ailleurs les équipes internes de Twitter essaient de challenger un petit peu la décision qui a été prise de restreindre la diffusion de l'article en disant j'ai du mal il y en a certains qui sont exprimés en disant j'ai du mal à comprendre l'aspect légal de restreindre la diffusion de l'article. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Là, ensuite, il y a des équipes qui essayent d'expliquer, qui donnent le fait on n'est pas très très sûr de l'origine des informations qui ont été publiées dans l'article. Et donc, du coup, potentiellement, ça viendrait de matériel piraté, ce qui est donc à l'encontre de notre politique, etc., etc. Donc, ils essayent d'expliquer. Et du coup, les équipes, en gros, ils ont recommandé la prudence. Sous quel prétexte ? Parce que certains craignaient également qu'il s'agisse d'une attaque russe en reprenant l'exemple des élections de 2016. Et c'est cité dans les communications. Il y a une communication qui dit « Restons prudents, limitons la propagation de l'article » pour éviter, par rapport à l'exemple qui s'est passé en 2016. Donc, sans citer exactement les élections, très certainement, ça parle de ça. Rappelez-vous que Facebook, en tout cas les réseaux sociaux, avaient été largement pointés du doigt sur l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines. Et donc, du coup, là, il y a eu un peu une peur ici, un peu légitime. Ça n'excuse pas les actions, les décisions qui ont été prises. Mais en fait, on se retrouve avec un groupe d'employés qui se retrouve face à une décision qui peut avoir un impact lourd sur l'issue des élections américaines. Ils ont pas trop d'informations. En tout cas, l'origine des informations n'était pas super claire a priori dans l'article du New York Post. Et donc, du coup, dans un premier temps, ils ont voulu ralentir la propagation en attendant qu'il y ait plus d'informations et une validité des sources d'informations et pour éviter de créer trop de problèmes. Ce qui est intéressant aussi,
c'est que les documents qui ont été publiés démontrent aussi que pendant la campagne, alors pas uniquement à ce moment-là, mais pendant la campagne, aussi bien les démocrates que les républicains écrivaient à Twitter demandant la suppression de certains tweets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a notamment plusieurs représentants politiques, que ce soit même démocrates, qui ont contacté Twitter en disant non mais pourquoi vous avez pris la décision d'étouffer le tweet, ça va provoquer plus de débats sur on essaye d'étouffer l'affaire et c'est la faute des démocrates plutôt qu'autre chose. Donc ça va provoquer plus de mal que de bien dans la manière dont la décision a été prise. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est notamment une communication de la sénatrice de la députée démocrate Rokana, qui a dit non mais c'est pas très très malin en fait d'empêcher la diffusion de ce tweet. En fait, ça va nous faire plus de mal que de bien. Voilà. Donc c'est ça, il y a Gukivea qui nous dit c'est l'effet Streisand, c'est un peu ça en effet, t'essayes de limiter la propagation et en fait du coup ça crée tout un problème ici, et en fait une affaire qui certes aurait pu porter préjudice parce que c'était le fils du candidat à la présidentielle, ne visait pas le candidat en lui-même. Certes ça aurait impacté, mais là finalement ça a pointé du doigt tous les démocrates en disant les démocrates censurent, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc du coup, au final, sur ce qui s'est passé, moi j'ai lu le thread, et en fait, je vois pas forcément une démarche de censure ici, volontaire. Je vois surtout des employés qui galèrent sur une décision à prendre, qui est lourde de conséquences potentiellement pour des élections américaines, échaudée par ce qui a pu se passer en 2016. Pas très très clair sur les types d'informations qui ont été communiquées, et qui utilisent une règle de la plateforme qui existait pour restreindre la propagation de l'information en attendant d'être un peu plus clair sur qu'est-ce qui s'était passé réellement. Donc je suis pas en train de les excuser, je dis pas que la décision qu'ils ont prise a été la bonne. La preuve, ils sont revenus là-dessus, ils ont changé leur politique. Mais en fait, j'ai pas vu, en tout cas c'est très clair dans les communications, moi je trouve, c'est assez cohérent avec ce qu'ils ont dit quand ils ont présenté les faits devant le Sénat, c'est que en fait ils ont pris des précautions par rapport à une politique de la plateforme pour éviter tout risque de reproduire ce qui s'était passé en 2016 aussi. C'était peut-être pas la bonne démarche, mais en tout cas c'était avec une bonne intention, entre guillemets. Et c'était pas une intention de censure. Bon, en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ce que je lis. Et je trouve ça très difficile de défendre l'aspect de Twitter veut censurer à tout prix, etc. Quand en plus, on voit qu'une députée démocrate dit non, mais il fallait pas censurer. Enfin, il fallait le laisser comme ça. Vous êtes en train de faire plus de mal que de bien ici en faisant ça, etc. Donc voilà. Par contre, moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est que dans les screenshots qui ont été partagés dans ce Twitter thread, c'est qu'en fait, vous avez des emails de personnes, des emails et des noms d'identité d'employés Twitter qui ont travaillé sur le sujet, de députés, puisque vous avez l'email de Rokana qui a été publié, et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique, c'est des informations personnelles, des informations qui vont publiquement communiquer les identités de personnes qui vont être potentiellement visées ensuite par des personnes harcelées, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment problématique là-dessus. Je suis pas experte sur les lanceurs d'alerte et quelles sont les précautions à prendre, mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire de citer les noms des personnes à ce moment-là ? Je sais pas. J'en suis pas très certaine. Surtout que certains noms n'ont pas été divulgués. Certains noms ont été barrés en noir, inaccessibles, etc. Donc, je trouve ça un petit peu étonnant. Bref. Donc, je trouve ça malheureux pour les personnes dont l'identité a été dévoilée et les coordonnées ont été dévoilées. D'ailleurs, il y avait l'email de Jack Dorsey. Le tweet a été enlevé ensuite. Enfin bon, le mal était fait, hein. Tout ce que vous publiez sur Twitter, vous avez beau l'enlever, mais quelqu'un a pu avoir le temps de faire une capture d'écran. Donc voilà.
Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur ces Twitter Files et comment en tout cas ce qu'ils ont soi-disant révélé. Pas grand-chose finalement, ou en tout cas pas grand-chose qui donne de la valeur aux propos d'Elon Musk sur la potentielle censure qui sévit sur la plateforme. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump s'est exprimé suite à la publication de ces Twitter Files. Il a réagi sur son propre réseau social Truth Social, son fameux réseau social alternatif, et il a dit, s'exprimer: est-ce que vous jetez les résultats de l'élection présidentielle de 2020 à la poubelle et déclarez le vainqueur légitime, ou est-ce que vous avez une nouvelle élection? Point d'interrogation. Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet de mettre fin à toutes les règles, règlements et articles, même ceux que l'on trouve dans la Constitution. C'est une transcription partagée par CNN. Je suis profondément choquée qu'un ancien président des États-Unis ose poster un message pareil, et que surtout, il ne soit pas rappelé à l'ordre. Je veux dire, est-ce que c'est possible qu'en toute impunité, un ancien président des États-Unis puisse dire et encore invalider le résultat des élections? Il encourage encore une fois la non-reconnaissance du résultat des élections, le complotisme, et il remet en cause la Constitution des États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Hallucinant. Tranquille, quoi. Un président, il dit, foutez à la poubelle la Constitution des États-Unis. Non, mais le principe de la Constitution, c'est que c'est plus fort qu'un président ou qu'un politique. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Elon Musk, parce qu'il lui a répondu. Je vous dis, c'est vraiment un soap opéra, le truc, quoi. Donc Elon Musk a répondu, et il lui a répondu: la Constitution est plus grande que n'importe quel président. The Constitution is greater than any president. Et il a ensuite répondu: end of story. Et il a raison là-dessus, il a raison. Je suis pas souvent d'accord avec Elon Musk, mais là, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom. Mais voilà, moi, je suis profondément choquée par le message de Donald Trump, quoi. Vraiment. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. C'est de la provoque, mais plus que ça, il y a quand même une responsabilité en tant que personne publique sur les propos que tu tiens, qui peuvent être potentiellement dangereux. Rappelez-vous l'assaut du Capitole, quoi. On sait tous pourquoi ça s'est passé, quand même. Et si certains ont encore des doutes, il y a des documentaires très intéressants sur comment ça a été encouragé, etc. Mais voilà. Et donc, moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est qu'en toute impunité, il se permet encore de partager de la désinformation. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour l'histoire sur cet article. J'ai pas plus de choses à partager, je pense que ça fait déjà pas mal. C'est le premier épisode des Twitter Files. C'est a priori pas le dernier, donc on aura l'occasion de continuer à en parler. Mais je pense que c'était important de débriefer un peu et un peu tout ce qu'il y avait autour de mon Dieu, censure sur Twitter. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose encore qui a été prouvé en termes de censure sur Twitter. Là, ce qui est intéressant, par contre, aussi, c'est qu'en effet, il faut reconnaître que la majorité politique des employés de Twitter est plus orientée démocrate que républicain. Maintenant, est-ce que ça porte préjudice dans les faits aux conservateurs? Je suis pas certaine. En tout cas, il y avait une étude qui menait que c'était pas lié à ça, et c'était plutôt sur le pourcentage de désinformation dans les tweets contenus, qui montrait que sur les taux de tweets plutôt conservateurs, le pourcentage de désinformation était plus élevé, en tout cas dans ceux qui avaient été partagés pour être retirés. Donc voilà, à voir. En tout cas, voilà pour cet article. Je vous propose de passer au prochain article, qui est l'article sur, le CEO de Slack, donc Stuart Butterfield. Excusez-moi, je suis en train de me décomposer en live. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin.
Donc le cofondateur donc, de Slack, Stuart Butterfield, qui a annoncé qu'il quittait Salesforce, le mois prochain, en début de mois prochain. Ça a été confirmé donc par Axios et il sera remplacé par une employée du cloud Salesforce depuis pas mal de temps, Lydiane Jones. Ce qui est intéressant, c'est le timing. Ça vient moins de 2 ans après que Salesforce ait racheté Slack pour 28 milliards de dollars et seulement une semaine après que le co-CEO de Salesforce, Bret Taylor, ait donné sa propre démission. Alors, Stuart Butterfield a écrit notamment dans un message Slack que son départ n'était pas du tout lié d'ailleurs au départ de Bret Taylor et que c'était une coïncidence un peu malheureuse, mais ou en tout cas juste bizarre, mais que c'était pas lié. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est pas lié au départ du co-CEO Bret Taylor, c'est difficile de pas voir un lien avec notamment le départ du Chief Product Officer, CPO Tamar Yehoshua et du SVP Jonathan Price, qui eux également partent. Donc ça fait quand même une grosse vague de départ du côté de Slack ici. Donc on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer. Pour rappeler un peu le contexte autour de Slack, Slack a démarré il y a presque 10 ans comme un spin-off d'un projet de jeu vidéo qui a échoué de Stuart Butterfield. Et en fait, le chat pour les gamers avait pris un peu une traction ici, avait une bonne adoption. Et donc, du coup, il a développé cette partie de chat pour que ça soit adopté par des petites équipes et pour que ça soit de plus en plus adopté par des boîtes carrément. Et donc, la boîte était devenue publique en 2019, au moment, juste au moment où la compétition commençait à se renforcer. Je vous parlais de Microsoft Teams tout à l'heure, mais voilà, il y a Microsoft Teams, d'autres compétiteurs également qui se sont formés devant le succès de Slack. Et donc du coup, qui a accéléré un petit peu le mouvement de Slack de chercher une acquisition, et notamment une acquisition avec Salesforce en 2021. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On peut s'interroger sur l'avenir de Slack, on peut s'interroger un petit peu sur les parts de marché. Je n'ai pas les chiffres ici accessibles, mais j'aimerais bien savoir un petit peu les parts de marché entre Slack en 2019, Slack en 2022, comparé aux différents compétiteurs, et voir un petit peu les marges de progression ou de recul de certains. Parce que c'est vrai que la force de frappe de Microsoft est quand même assez importante, puisqu'ils ont des bundles de services, etc. pour les professionnels et le B2B. Donc, je serais assez curieuse de voir comment ça se passe ici. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que suite à l'annonce du départ de Stuart Butterfield, les actions de Salesforce ont baissé sans trop de surprise ici. Vous connaissez la bourse, elle est un petit peu réactive, on va dire ça comme ça. On verra dans les temps à venir s'il faut plus s'inquiéter ou pas. Il y en a qui nous dit dans la chatroom que Teams est horrible à utiliser, mais il est implanté dans énormément de grosses boîtes. Oui, il est implanté dans énormément de grosses boîtes parce que c'est ce que Microsoft va se viser. Et en fait, quand tu payes déjà pour un service et que tu as gratuitement Teams, entre guillemets, t'as peu d'incentive à aller tester la compétition, même si elle est meilleure. Tout simplement. Teams a un avantage, il permet de secours entre boîtes très vite. Plus qu'avec Slack. Tout le monde n'a pas l'air du même avis d'ailleurs que Reggie quand il dit que Teams est horrible à utiliser. Certains ont l'air d'être OK. Ah, Creatix dit clairement Teams c'est lent et peu intuitif par rapport à Slack. D'accord. Il faudrait que Slack soit 9 fois meilleur, ce qui n'est pas le cas, ouais. Teams permet au moins l'accès invité. Slack aussi. T'as un accès invité sur Slack. Enfin, en tout cas, moi je connais que Slack, donc je peux pas comparer avec Microsoft Teams.
Ben voilà, Alliance 24, je pense que tu as résumé l'avantage compétitif de Microsoft. Teams est pas le meilleur, en tout cas moi je sais pas, mais c'est ce que tu dis. Mais quand tu as Office 365, c'est bien intégré. Quand tu as la suite Office, en effet, c'est la force du bundle, t'as pas forcément l'intérêt d'aller chercher autre chose. C'est à la force de bundler les services en fait. Il y a Curu Noir qui nous dit toute la boîte a apprécié migrer de Slack à Teams. Comme quoi. Voilà. Donc, c'est pas à l'unanimité. Merci beaucoup pour vos commentaires. Il y a Tinis aussi qui dit j'aime bien Teams perso. Au niveau interface, Google et Slack font tellement mieux que Teams. Il y en a qui mentionnaient Google aussi, l'Unita qui dit nous on est sur Google. Ils ont quelque chose de similaire sur Google? Je connais Google Chat, mais c'est pas vraiment comparable, non? Enfin bon. Voilà en tout cas pour la news qui concerne Slack. Je vous propose de passer à la prochaine news, l'avant-dernière, qui concerne l'arrivée d'un nouveau malware, a priori. C'est donc un nouvel épisode dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. A priori, il y aurait un logiciel d'effacement de données qu'on appelle Wiper, qui n'a pas encore été documenté, qui vient de faire son apparition. C'est un rapport de Kaspersky qui a été publié le 1er décembre dernier, qu'il mentionne. Il est nommé Crywiper et c'est un malware qui prend la forme d'un rançongiciel. Mais en fait, la différence ici, c'est qu'il ne se contente pas de bloquer les fichiers, mais carrément il les supprime. A priori, il a été repéré pour la première fois cet automne dans une attaque contre une organisation russe, notamment un média russe qui indique que plusieurs mairies et tribunaux de régions en Russie ont été ciblés et attaqués par Crywiper. Et dans la note qui est laissée aux victimes, les attaquants donnent une adresse email et un portefeuille Bitcoin qui exige 0,5 Bitcoin, donc environ 8100 € pour débloquer les données. Et évidemment, rien ne sera restauré après le paiement, donc ça ne sert à rien de répondre aux menaces des attaquants. Ce qui est intéressant, c'est que le programme modifie également le registre Windows pour empêcher la connexion à distance, ce qui est susceptible d'entraver l'intervention d'urgence et la réponse aux incidents des spécialistes en cyberattaque. Et donc, la plupart du temps, l'attaque par ce type de malware est assez fatale pour un système informatique. Les chercheurs qui ont analysé un petit peu ce malware ont noté des similarités avec l'algorithme, avec celui d'un autre wiper qui s'appelait Isaac Wiper. Le logiciel de Isaac Wiper avait été utilisé par les Russes pour attaquer le gouvernement ukrainien à l'époque, en mars dernier. À ce stade, il est impossible de déterminer qui est l'attaquant derrière Crywiper. Le malware a uniquement été détecté dans des institutions russes, mais on ne sait pas d'où ça provient. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Voilà, c'était vraiment une brève que je voulais partager, mais comme quoi, il y a à la fois une guerre qui... il y a un peu 3 aspects de guerre quand même. Il y a une guerre qui se développe sur le terrain même, sur le front avec les armées russes et ukrainiennes. Il y a également une guerre de communication qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une guerre, une cyberguerre qui est en train de se passer également avec des attaques pour paralyser certains systèmes des pays respectifs, quoi. Donc c'est assez important de le mentionner, quoi. Ces attaques ciblent la Russie. Pourquoi parler de l'Ukraine? Alors, il dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, quand un pays est attaqué, on va logiquement regarder à les potentiels belligérants, en fait. Donc, évidemment, on s'intéresse là. Et de plus que les chercheurs ont fait un lien entre ce malware-là et une similarité avec un malware qui avait été utilisé par les Russes contre l'Ukraine.
tu vois, il y a quand même des liens et quelque chose d'assez légitime de mentionner quand même l'Ukraine dans ce sujet. Voilà. Quand même. Voilà, en tout cas, on a très peu d'informations, donc je ne vais pas en parler plus, hein, mais comme ça, vous êtes au courant. Et puis, on termine avec un dernier sujet qui est ChatGPT ou ChatGPT en anglais. Qu'est-ce que c'est ChatGPT ? ChatGPT, alors déjà, ça veut dire quoi ? Ça vient de la combinaison des termes chat et GPT. Alors, chat, vous connaissez, hein, mais GPT, c'est modèle de transduction de langage prédictif. À vos souhaits. Donc, tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça reflète la capacité de ChatGPT à simuler des conversations humaines de manière convaincante. On va dire ça comme ça. Hein. Chat, c'est ce qui est conversation, et le reste, c'est modèle de transduction de langage prédictif. Donc, ChatGPT, pour être un peu plus précise, c'est une expérimentation de OpenAI. C'est un outil conversationnel en langage naturel qui va produire des réponses et des textes demandés par des commandes. Donc, vous pouvez préciser qu'est-ce que vous voulez comme type de texte par commande écrite dans des langues prises en charge par ChatGPT. Donc, le français, d'ailleurs, fonctionne, hein, pour rappel. Le modèle a été entraîné sur un vaste corpus de textes, hein, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Donc ça lui permet de comprendre le contexte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes en fonction de ce contexte. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il est capable vraiment de s'adapter à un large éventail de sujets, de styles de langage. Il peut être utilisé pour des applications telles que, par exemple, la génération de contenu pour les réseaux sociaux, la rédaction de scripts pour des films, des séries télé ou encore la création de chatbots pour les entreprises. Pour l'avoir testé, notamment si tu demandes de faire un article sur un sujet en citant par exemple des arguments que tu veux qu'ils soient dans l'article en lui-même, bah, tu peux lui dire, est-ce que tu peux écris-moi un article en style rédactionnel de X caractères sur tel sujet en mentionnant ces arguments, et là tu listes les arguments, etc. Et ça va le faire. Ça va te générer un article avec différents paragraphes, tout ça dans un langage intelligible. C'est très difficile de détecter que c'est pas un humain derrière. En tout cas, moi, de mon expérience, d'avoir pu tester ça, j'étais quand même assez bluffée. Il y a même des choses assez rigolotes que vous pouvez tester. Désolée, je rigole parce que j'ai des conversations avec des collègues qui ont testé ChatGPT qui m'ont fait assez rigoler. Mais qui, hors du contexte, ou si je vous partage pas les captures d'écran, bon, c'est des conversations d'entreprise, je veux pas vous les partager, mais ça pourrait pas être marrant, donc je vais pas vous le dire, mais vraiment qui m'ont fait rigoler. Et donc vraiment, c'est très très impressionnant. Alors nous, on a testé dans des contextes de conversation, donc par exemple... donne-moi des conseils pour perdre du poids, bon, juste pour voir, pour tester qu'est-ce qu'il allait sortir. Les conseils, a priori, sont assez convaincants et font sens quand on lit comme ça. Ou écris-moi un article sur... je sais pas, un sujet lambda, c'était assez impressionnant. Donc à vous de voir un petit peu ce qui est possible. D'ailleurs, il y a une capture, je peux vous montrer un Numérama qui a testé, écrit un article de présentation de ChatGPT dans un style journalistique. Et donc là, vous avez la réponse de ChatGPT. Qui dit « ChatGPT est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C'est un modèle de langage entraîné par OpenAI qui est capable de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Le nom de ChatGPT vient de la combinaison des termes chat et GPT.
qui signifient respectivement conversation et modèle de traduction de langage prédictif, cela reflète la capacité de ChatGPT à simuler des conversations humaines et de manière convaincante. C'est exactement le paragraphe que Numérama a mis dans leur article. ChatGPT a été entraîné sur un vaste corpus de textes, donc c'est exactement ce qu'ils ont utilisé aussi. Un vaste corpus de textes, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Cela lui permet de comprendre le texte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes. Voilà, donc ils ont pris les trois paragraphes quand même de la génération d'articles pour leur propre article. Je trouve ça assez excellent quand même comme application un petit peu de ChatGPT. Donc ça montre bien que ça c'est relativement convaincant, quoi. Et donc notamment ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez besoin d'écrire un article, qu'au lieu de perdre du temps sur trouver des formulations, etc., en fait, ChatGPT peut vous aider à structurer l'article en lui-même. Donc, je trouve ça assez fou. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le retoucher derrière, mais ça peut être assez fou. Voilà. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est notamment tout le monde n'a pas été convaincu ou tout le monde n'est pas convaincu. Je voulais vous parler notamment de la petite news de Stack Overflow. Stack Overflow, c'est la plateforme un peu le go-to pour les développeurs qui ont un petit problème technique ou qui n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes une question technique, et ils vont aller sur Stack Overflow pour poser la question à la communauté et avoir des pistes pour avancer sur leurs problèmes techniques. Donc c'est super connu comme plateforme, je pense que la majorité d'entre vous connaissez dans la chatroom. Ce qui est intéressant, c'est que Stack Overflow a temporairement banni les utilisateurs qui partageaient des réponses qui ont été générées par ChatGPT. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Alors pour l'instant, c'est temporaire. Ils vont discuter avec la communauté pour voir un petit peu comment gérer la situation et prendre une décision finale après consultation de la communauté. Mais pourquoi ils ont interdit ou en tout cas de partager des messages de ChatGPT et de sanctionner les utilisateurs qui utilisaient ChatGPT, c'est que tout simplement ChatGPT rend trop facile pour des utilisateurs de générer des réponses qui à première vue semblent correctes, mais après examen plus poussé, ne sont pas justes, sont fausses. Et donc du coup, ça donne un effet de flouder et de spammer Stack Overflow avec des réponses qui semblent à première vue justes, mais qui vont demander la bande passante ou en tout cas beaucoup de temps à des bénévoles de Stack Overflow, parce que c'est pas un service payant, c'est une communauté de bénévoles, de regarder un à un les messages qui ont l'air a priori justes et ensuite d'avoir une certaine expertise sur le sujet en question partagé pour pouvoir ensuite débunker les faux messages ou en tout cas les fausses propositions qui ne sont pas justes. Et en fait, c'est juste, ils n'ont pas l'échelle humaine qui permet de modérer cet afflux de messages qui semblent à première vue juste, parce que ChatGPT va les générer très très rapidement. Et donc en fait, là c'est vraiment une problématique de scale, d'échelle de modération sur une communauté qui est bénévole, qui fait ça sur son temps libre, qui n'est pas rémunérée pour faire ça. Donc certes, il y a à la fois un aspect où on peut être bluffé par les capacités de langage de ChatGPT, et sa capacité de générer des textes qui, à première vue, font sens. Mais il y en a d'autres qui vont dire, en fait, il va générer de ce qu'on appelle du fluent bullshit. C'est-à-dire, il va parler couramment de la merde. En gros, ça va sembler, à première vue, juste bien parler, mais le fond est faux. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et notamment, ils avaient fait le test sur notamment des biographies de personnalités publiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ChatGPT va insérer des faits qui sont faux dans la biographie. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà. Donc on n'est pas encore
prêt pour complètement utiliser ChatGPT, on en est juste au début. Et pour toute nouvelle technologie, il va falloir trouver les cas d'usage et les opportunités pour utiliser de manière appropriée cette nouvelle technologie. Moi, je trouve ça assez fou. On risque de voir des tentatives d'écriture de mémoire universitaire. Yves Castel, oui, je ne serais pas étonnée, mais comme on a pu voir l'usage de Wikipédia pour faire des exposés à l'école, et Wikipédia est fait par des bénévoles et n'est pas tout le temps entièrement faux. Il faut croiser tes sources. On te le dira toujours. Donc, du moment où quelque chose, une ressource est bénévole et que les gens ne sont pas payés, la responsabilité est diluée. Et donc, du coup, dans tous les cas, il faut croiser tes sources. C'est une bonne pratique en termes journalistiques ou de recherche de pouvoir croiser tes sources. Mais donc là, du coup, c'est assez intéressant. On voit des grosses avancées en termes d'intelligence artificielle avec DALL-E. Lorraine Pert, tu le mentionnes dans la chatroom. On le voit avec DALL-E, justement, d'un point de vue visuel. Et puis là, on le voit avec ChatGPT sur des outils conversationnels ou en tout cas textuels de langage naturel. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et après, il y a des problèmes qui vont être soulevés, notamment Stack Overflow qui soulève ça, qui n'a pas la capacité de vérifier une à une les réponses et qui va potentiellement... Certains pourraient croire que la capacité de générer du langage naturel va remplacer l'expertise sur un sujet. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas forcément le cas. L'expertise, c'est quelque chose de différent. Et c'est là où les humains peuvent avoir une valeur ajoutée. C'est pour ça que quand je vous disais, par exemple, générer un article avec telles informations, c'est intéressant. Parce que là, tu vas pouvoir ajouter ton expertise. Mais générer un article sans donner des indications sur le contenu de l'article, tu vas pouvoir être confronté à des incohérences, des choses qui sont fausses sur le fond, etc. Mais réfléchissez à toutes ces personnes qui doivent générer du contenu, ça peut peut-être finalement faciliter la première étape qui est la page blanche en disant écoutez, je dois réfléchir à tel sujet. ChatGPT, génère-moi les avantages et les inconvénients de travailler là-dessus ou d'utiliser telle technologie. Et il va te générer quelque chose, un argumentaire qui est peut-être pas entièrement bon ou voilà, mais tu vas pouvoir le lire, utiliser ça, le corriger et mettre toi tes vrais arguments. Ça va peut-être t'aider à avancer un peu plus vite. Il y a un autre aspect qui était intéressant, on l'a testé sur résumer un commentaire. J'étais assez bluffée. Chez Alan, on utilise la communication écrite pour travailler et pour réfléchir sur des problématiques et quelle est la meilleure approche à prendre et pour prendre des décisions de manière générale. Et j'avais partagé un commentaire pour discuter des avantages et des inconvénients de pourquoi on devrait aller dans cette direction ou pas sur une stratégie de la boîte. Et j'ai un collègue qui a repris mon commentaire, qui l'a donné à ChatGPT, qui lui a demandé de résumer mon point de vue. Et donc, du coup, il y a ChatGPT qui dit « Bon, Marion, elle pense que... » etc., etc. Et du coup, c'était assez troublant de voir mon point de vue. Alors, il était résumé de manière un petit peu vague, à mon goût, moi, j'ai trouvé. J'étais là, ouais, bon... il a rendu un peu mes arguments un peu vagues quand même, mais c'est assez fascinant. C'est fascinant, comme toute nouvelle technologie peut être fascinante. Maintenant, il faut aussi l'éprouver, le tester et réfléchir dans quelle opportunité ça peut être intéressant et quels sont les risques aussi. Tu vois, si par exemple tu dis maintenant sur l'équipe support ils vont utiliser ChatGPT et on n'aura plus personne qui a ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce qu'on peut l'entraîner pour qu'il utilise uniquement cette base de ressources pour s'assurer qu'il répond des choses justes ou pas? Tu vois, ça va soulever vraiment des questions importantes. De la même manière pour tout ce qui est trait à la santé. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir qu'une intelligence artificielle donne des conseils de santé sans qu'il y ait l'approbation d'un expert derrière. Donc, il y a plein de choses comme ça auxquelles il va falloir penser aussi. Tu vois, Valtech, tu le dis, risque égale conseil, médication. Exactement. Donc ça, c'est un cas très important à clarifier, à encadrer. Mais voilà, pour toute nouvelle technologie, il y a à la fois cet aspect d'excitation, de test, d'opportunité et à la fois cet aspect de risque
et de voir dans quel cadre c'est le plus intéressant, dans quel cadre on peut limiter les risques qu'on peut avoir, etc. Mais voilà, je voulais vous en parler. J'ai trouvé en tout cas l'article, je trouvais ça intéressant de voir l'aspect excitation avec l'article de Numérama, et notamment si vous tapez ChatGPT sur Twitter, vous allez voir que tout le monde s'excite là-dessus. Notamment, je vous ai pas montré, mais il y avait sur Twitter des personnes qui ont essayé de générer un plan de perte de poids avec des cibles de calories, des plans de repas, des listes, des shopping lists et des activités, enfin des plans d'activité pour l'activité physique. Et c'est assez intéressant, quoi. On voit ce que ChatGPT va lui conseiller comme programme de repas pour une journée, avec le déjeuner, le dîner, les snacks autorisés, etc. Et combien de calories ça va représenter. Alors après, est-ce que c'est comment dire, juste en termes de comptabilisation de calories? Bah ça, moi, je suis pas une experte en nutrition, donc je peux pas vous dire. Mais a priori, c'est ce qu'on disait, ça semble juste. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui s'extasient un petit peu devant ça. Mais de l'autre côté, le risque, c'est ce qui s'est passé avec Stack Overflow, c'est que les réponses à première vue aient l'air d'être justes, mais qu'avec un examen un peu plus approfondi, on s'aperçoit que souvent, il y a des problèmes de fond. Donc à voir. On en est au début. Voilà. C'est la fin de l'émission. Il est 9h15. J'espère que l'émission vous a plu. J'en profite pour remercier d'ailleurs Tom H pour ton abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Et puis avant de se quitter, on va voir un petit peu si on peut faire un raid. On va faire un raid, jeter un coup d'œil du côté de Pépipin pour décompresser un peu et commencer la journée sur le bon pied. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain matin avec Guillaume. Et avant de se quitter, quand même, parce que certes, je ne fais pas de camp de fac, mais il faut quand même qu'on remercie notre sponsor ce matin. On va parler un petit peu de Shadow. Alors vous le connaissez, notre sponsor, c'est le retour donc de Shadow. Shadow, c'est un service de cloud gaming, computing. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait sur un Shadow PC, surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, avec n'importe quelle connexion Internet stable. Et vous pourrez utiliser ou jouer votre Shadow sur votre vieux PC ou un nouveau Mac ou votre smartphone Android ou iOS ou une télé connectée ou même un Raspberry Pi 4 si vous êtes un peu foufou. Au niveau jeu, la grande force de Shadow, c'est que par rapport aux autres offres de cloud gaming, c'est un vrai PC complet. Donc, c'est compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe le marketplace. Donc, ça, vous n'êtes pas limité. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, Photoshop, Blender, etc., qui tournent sur un PC Windows 10 normal. Bref, c'est vraiment un PC complet accessible pour 30 € par mois, 29,99 € par mois. Mais si vous voulez plus de puissance, vous avez également cette option, puisque si vous voulez plus de puissance, vous aurez l'option Power. L'option Power, ça vous permet d'avoir une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une carte graphique RTX 3070 ou équivalente pour un supplément, vous le voyez ici, de 14,99 € par mois. Donc voilà, n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow. Vous aurez 10 € offerts sur le premier mois d'abonnement avec le code NAOTech10. Donc abonnez-vous, testez et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Donc un grand merci à notre sponsor Shadow de nous permettre de pouvoir produire l'émission Le Mug le matin. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis vous retrouverez Guillaume demain matin. Très bonne journée à tous. Bye bye.